vu, la CEP, c'est une maladie évolutive, on vient de le voir, mais il est possible de l'enrayer, de freiner son évolution, et pas seulement avec le médicament, pas seulement pharmacologique. En 2023, la prise en charge de la CEP, c'est un travail d'équipe, avec le patient, bien sûr, avec les aidants et avec les professionnels de santé, mais pas que d'ailleurs. Il y a des professionnels qui viendront en deuxième table ronde pour nous expliquer comment ils accompagnent les personnes qui en ont besoin. Alors, quel accompagnement à chaque étape de la sclérose en plaques? C'est le thème de cette première table ronde. Et je reçois Mélissa Salé. Bonjour. Alors, Mélissa Salé nous vient tout droit d'Ivry-sur-Seine. Elle a fait un petit peu de route pour venir ici à Niort. Vous êtes stagiaire en communication à l'ARCEP. L'ARCEP, c'est la Fondation pour la recherche sur la sclérose en plaques. Et vous êtes vous-même atteinte d'une CEP. Frédéric Louis, vous êtes médecin-chef au Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle au Grand Feu. Les Niortais connaissent bien cet établissement à Niort du groupe Mélioris. Merci d'être avec nous. Et puis, vous n'êtes pas venu tout seul puisqu'il y a Joumi avec vous. Et vous nous le présenterez tout à l'heure. Marina Delaveau, Flavie Macaire-Lemonnier, merci d'être avec nous. Vous êtes infirmière en neurophysiopathologie au centre hospitalier de Niort. Vous êtes dans le service d'ailleurs du docteur Chevillon, il me semble. Merci donc d'être avec nous. Mélissa Salé, c'est vous qui allez ouvrir cette table ronde. Vous allez prendre un micro et vous avez appris que vous aviez une sclérose en plaques il y a 3 ans. C'était en 2020. On est en 2023. Ça fait donc 3 ans. Racontez-nous cette première étape, celle du diagnostic. Il n'y a rien à faire sur un micro, il est prêt. Racontez-nous cette première étape quand on vous a appris que vous aviez une CEP. Ok, j'ai 10 minutes, c'est ça? Vous avez le temps, vous inquiétez pas, c'est moi qui gère le temps. Ok, alors bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Mélissa, j'ai 23 ans. Donc voilà, je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi, le diagnostic, de façon factuelle, et puis aussi comment est-ce que j'ai vécu tout ça. Donc pour le contexte, on se situe en 2020, j'ai 20 ans. Et donc, je suis en Master 1 à Sciences Po Lille en communication. Et c'est aussi la période de Covid avec les couvre-feux, les confinements, voilà. Ma première poussée, elle est survenue donc un lundi 19 octobre 2020. C'est très précis. C'est survenu par des fourmillements dans la main droite, dans le pouce et l'index. Ça s'est étendu dans la main. Et ensuite, j'ai eu des fourmillements dans le côté droit du visage. Je me suis un petit peu inquiétée le lundi soir. Et donc, vers 1h du matin, je suis partie à SOS Médecins. Ils m'ont dit que si le lendemain, ça passait pas, eh bien, il faudrait que j'aille à l'hôpital passer des examens. C'est ce que j'ai fait. Donc, le mardi, je suis allée à l'hôpital. J'ai passé une IRM. J'ai eu les résultats vers 20h. Et ils ont donc trouvé une lésion. Et ils ont décidé de me garder jusqu'au vendredi. De ce fait, du mardi au vendredi, j'étais à l'hôpital. On a fait plein d'examens, ponction lombaire, prise de sang. Et voilà. Et aussi, pendant cette semaine-là, mes symptômes, ils ont augmenté parce qu'une poussée, ça survient de façon progressive. J'avais de plus en plus de mal à marcher. Sur le coup, j'avais pas fait le lien entre les fourmillements et les problèmes de marche. En fait, le vendredi, quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais en fauteuil parce que je pouvais plus marcher, je tenais plus debout. Et en fait, c'était tout le côté droit qui était engourdi. Voilà. Comment est-ce que j'ai vécu tout ça? Psychologiquement, ça n'a pas été évident. C'était un peu une grosse claque. On s'y attend pas. Vous connaissiez la sclérose en plaques? Enfin, vous en aviez entendu parler de cette maladie? Alors, en fait, dans ma famille, il y a une personne qui a une sclérose en plaques, sauf que je ne connaissais pas la maladie plus que ça. Et en fait, quand j'étais à l'hôpital, on ne m'a pas dit qu'il soupçonnait une sclérose en plaques. C'est mon oncle, dans la semaine où j'étais à l'hôpital, qui m'a appelé et qui m'a dit ce que t'as, ça me fait penser à une sclérose en plaques. J'espère que c'est pas ça. J'étais bon, d'accord. Donc j'ai fait des recherches quand j'étais à l'hôpital. Et en fait, tout concordait, les examens qu'on m'avait fait, la ponction lombaire, les symptômes, les infirmières qui m'avaient parlé d'une maladie du système nerveux central. Moi, je comprenais rien à ce charabia. Je voulais savoir ce que j'avais, mais voilà. Ensuite, je suis sortie de l'hôpital. Et entre la sortie de l'hôpital et le diagnostic, il y a eu 2 semaines.
Donc au total, 3 semaines de qu'est-ce que j'ai. Donc pendant ces 2 semaines, j'étais un peu comme un légume entre guillemets. Enfin, j'étais clouée au lit la première semaine, je faisais que dormir. J'arrivais plus à m'habiller toute seule, ma mère devait m'aider. J'arrivais plus à écrire de la main droite. Enfin, c'était très compliqué. Pendant ces 2 semaines-là aussi, j'ai commencé de la kinésithérapie 2 fois par semaine avec de la balnéothérapie. Ça m'a fait beaucoup de bien la balnéothérapie parce que être dans l'eau, c'est plus simple pour faire des mouvements. Voilà, et pendant pendant ces 2 semaines, j'ai continué à faire beaucoup de recherches sur la maladie. J'étais presque sûre que c'était ça ce que j'avais. Et le 9 novembre donc 2020, 3 semaines après, quand je suis allée au rendez-vous avec la neurologue, je lui ai dit que je pense avoir une sclérose en plaques. Elle m'a confirmé. Et donc, j'y suis allée avec mon papa. Et ensuite, elle m'a dit, suite à ce diagnostic, que je vais avoir un rendez-vous de reprise de diagnostic avec une infirmière, qu'on va commencer à parler d'un traitement à mettre en place. Et donc, c'est ce qui s'est produit. Sur le coup, quand elle m'a confirmé le diagnostic de sclérose en plaques, j'étais pas surprise. J'étais plutôt dans l'action, en train de lui poser plein de questions, parce que j'avais fait beaucoup de recherches pendant 3 semaines. Et puis mon papa qui était à côté, forcément, il réagissait pas, quoi. Il s'était pris une claque aussi, je pense. Vous n'en aviez pas parlé avec vous, juste avec lui, avec son oncle, avec votre oncle, mais pas. Je lui en avais un peu parlé, mais pas trop, parce ça se voyait qu'il le vivait pas bien, quoi. Voilà. Et ensuite, après le diagnostic, j'ai eu un rendez-vous avec une infirmière qui m'a fait passer un questionnaire. J'ai presque eu tout bon au questionnaire parce que j'avais tellement fait de recherches que voilà. Donc elle m'a On va en parler de la préparation des consultations justement avec. Ouais. Et donc ensuite, elle m'a présenté la sclérose en plaques, les traitements, et donc ça allait très vite. J'ai commencé un traitement au mois de décembre, que j'ai pas supporté malheureusement, j'ai dû arrêter, mais voilà, et j'ai continué le kiné 2 fois par semaine jusqu'au mois d'avril. Donc au final, j'ai eu pendant 6 mois de la kinésithérapie. Peut-être quelque chose que je regrette dans cette période post-diagnostic, c'est qu'on ne m'ait pas plus parlé du monde associatif qui existe avec la sclérose en plaques, des réseaux, des associations de patients, parce que je me suis carrément sentie en fait larguée dans la nature avec ma pathologie. Peut-être que j'aurais pas eu besoin tout de suite d'aller voir ces associations-là, mais si au moins on m'en avait parlé, j'aurais pu ensuite faire les démarches. Là, vu que j'allais pas bien, je pensais pas à ça, quoi. Mais c'est vrai qu'on se retrouve vite seul avec cette maladie alors qu'on l'est pas. Et ça, c'est important d'en parler. Oui, parce que le neurologue, vous le voyez une première fois, et après, vous l'avez revu quand 6 mois après? Oui, c'est ça. Ouais. Entre-temps, vous avez vu les infirmières quand même. Ouais. Ouais. Donc, il y a une période quand même où on peut se sentir un peu seul, ce que vous dites. Ouais, exactement. Et en plus, c'était la période de confinement. Donc, suite au diagnostic, je suis rentrée chez moi, vu que en 3 semaines, je pouvais remarcher et avoir une vie à peu près normale. J'ai eu de la chance, j'ai plutôt vite récupéré. Mais de ce, je me suis retrouvée dans ma grande colocation, toute seule, sans mes colocs. Et ça n'a pas été évident parce que après le diagnostic, pendant 4 jours, c'était gros craquage. Voilà, je pleurais beaucoup. Et puis, montagne russe, je rigolais, je pleurais. Enfin, voilà, c'était pas évident. Et au final, les études, elles m'ont aidé à tenir le choc, quoi, parce qu'il y avait le mémoire à rendre, il y avait les examens, il fallait travailler. Et je me suis dit, mets ça de côté un petit peu et puis concentre-toi, tu y penseras après. Et voilà. Et aujourd'hui, ça va. La maladie, elle semble plutôt stabilisée. Je garde quand même des séquelles de ma première poussée, notamment quand je suis fatiguée. Il y a les symptômes qui reviennent. Je suis engourdie dans le côté droit. J'ai du mal, quand je suis très fatiguée, j'ai du mal à réfléchir, à penser. Un peu comme tout le monde quand on est fatigué, mais là, je sens que c'est vraiment, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Mais en 3 ans, vous avez quand même parcouru un immense chemin, puisque vous êtes aujourd'hui patiente experte, comme on dit. Oui, Et alors, comment est-ce qu'on construit justement sa vie avec cette maladie? Vous étiez étudiante, vous étiez pas avec vos parents, vous étiez avec des colocs qui n'étaient pas là. En plus, c'est vrai c'était une période un peu compliquée. Comment est-ce que vous avez fait ce cheminement pour arriver aujourd'hui patiente experte à la SERP?
Auprès de la Ligue française contre Auprès de la Ligue, pardon. Ouais, mais Oui. en ce moment, je suis stagiaire à l'ARCEP. Donc aujourd'hui, j'interviens en tant que CARCEP, mais enfin, en tant que patiente surtout là. Mais donc comment ça s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais en 4e année, en master 1, quand j'ai été diagnostiquée. Et ensuite, j'ai décidé de faire une césure entre le master 1 et le master 2, non pas à cause du diagnostic de la maladie, mais parce que je voulais progresser en anglais. Donc, je suis partie 6 mois au Pays de Galles et j'ai fait un volontariat dans une maison de santé pour des gens qui ont un handicap. Donc forcément, les gens qui font partie de cette maison de santé, ben, ils sont plus vraiment autonomes. Enfin voilà, ils vivent là-bas pour que leur quotidien soit facilité. Et en fait, parmi les gens avec qui je faisais des activités, parce que c'était mon rôle, il y avait 3 patients avec une sclérose en plaques. Et là, en fait, je me suis vraiment aperçue de ce que la maladie, elle peut faire. Ça m'a un peu fait peur, mais ça m'a aussi aidé à relativiser les choses. Je me suis dit, bon, Mélissa, voilà, bon, ben, ouais, tu vois ce que tu vois, mais voilà, faut essayer de rester positive, la recherche à l'avance. Et voilà, puis ça m'a convaincue qu'il fallait que je vive à fond, quoi. Plus à 100 à l'heure comme je le faisais avant, mais au moins à 100%. Donc voilà. Oui, c'est différent. Mm. Effectivement. Quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit, en fait, je suis pas une malade, je suis pas qu'une malade, je suis pas une malade, je suis d'abord une femme, une jeune femme qui a sa vie à faire, et voilà, j'aime pas qu'on me résume à ma maladie, et c'est pourtant un peu le cas parfois. Ouais, bah, alors en fait, quand j'ai fait la formation pour devenir patiente experte, de ce fait, j'ai côtoyé plein d'autres patients et eux, enfin, comment dire, ils emploient facilement le terme malade. Étant donné que je suis une jeune patiente, je pense que je ne l'avais pas encore assimilé. Non pas que je sois dans une forme de déni, je sais très bien ce que j'ai, c'est pas ça le problème, c'est plutôt que pour moi le fait d'être malade, il y a le verbe être et j'ai l'impression qu'on met dans une case. Alors oui, j'ai une maladie, après est-ce que je suis malade? Bon, pour certains oui, mais pour moi je préfère dire que j'ai une maladie, ouais, c'est mieux. Vous avez reçu une formation pour devenir une patiente experte. Vous disiez, qu'est-ce que ça vous a apporté justement? Est-ce que ça vous a permis de relativiser en plus de ce stage au Pays de Galles dont vous nous parliez? Alors, la formation patient expert, en fait, au final, le patient expert, c'est quoi? C'est juste un patient qui va être très engagé et auprès de la Ligue française contre la sclérose en plaques et qui va être au contact de patients aussi qui ont une sclérose en plaques, si jamais ces patients ils ont des questions. C'est aussi un patient qui va faire de la sensibilisation pour parler de la maladie parce que c'est important. Voilà, donc cette formation, elle m'a apporté plus de connaissances sur comment dire, sur ce qui existe en France, que ce soit les réseaux, etc. Enfin, maintenant, c'est un peu plus clair dans ma tête. Ce Mais que voilà. vous regrettiez de ne pas Oui, voilà, savoir c'est ça, d'ailleurs. ouais. Et c'est pour ça que je voulais aussi être patiente experte, c'est pour faire de la sensibilisation auprès des autres patients. Voilà, et notamment j'étais en contact avec des jeunes patientes, notamment une de 15 ans qui venait juste de se faire diagnostiquer. Et je lui ai tout de suite parlé des différentes associations qui existent parce que je pense que enfin, voilà, son neurologue ne lui en avait pas parlé et je trouve ça dommage. Donc, Mais c'est une forme de non-passivité aussi face à cette maladie. oui, exactement. Ouais. Tout ce que vous nous avez décrit là, le fait d'aller au Pays de Galles. Je ne sais pas comment étaient vos parents, mais j'imagine qu'ils étaient très inquiets Bon, ils quand ont même de vous l'habitude. laisser partir. De devenir patiente experte, donc de faire la démarche d'aller vers cette ligue. Tout ça, ça montre que voilà, il ne faut pas rester passif. Vous avez Exactement, ouais, être active. vous-même, vous êtes actrice de votre maladie. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, c'est les professionnels de santé, pour beaucoup, ils sont aussi dans cette démarche avec le patient. C'est le patient, un patient qui a une sclérose en plaques, il est acteur de sa maladie parce que c'est une maladie, avec laquelle il devra vivre au quotidien et il faut qu'il soit acteur de sa maladie. C'est hyper important, rien que pour son autonomie. Enfin, je sais pas, par exemple aux piqûres et autres. Je sais que quand j'ai commencé mon traitement, donc c'est un immunomodulateur à injection 3 fois par semaine sous-cutanée, l'infirmière, elle m'a dit, il faut que vous sachiez vous piquer vous-même, ce sera mieux pour vous, pour être autonome. Et ouais, voilà.
On va voir ça justement avec vous, mesdames les infirmières du service de neurologie du centre hospitalier de Niort. Frédéric Louis, vous êtes médecin au Grand Feu. Mélissa, c'est une patiente des années 2020, on peut dire. Enfin, on voit bien que c'est pas la même façon peut-être d'appréhender la maladie qu'il y a quelques années. Alors, c'est vrai que globalement, indépendamment de la sclérose en plaques, l'accompagnement des patients a beaucoup évolué. Les patients sont acteurs de leur parcours, et c'est une bonne chose. Ils apprennent les symptômes de leur pathologie, ils apprennent les traitements, et ils apprennent aussi à détecter les symptômes qui pourraient faire penser que quelque chose se passe par rapport à un état de base. Il faut aussi tenir compte de l'entourage, on en parlera sûrement dans la troisième partie, mais l'entourage du patient, de la personne, excusez-moi, patient, c'est un terme assez médical, est aussi important. On voit bien tout le rôle des aidants dans ces maladies qui sont longues, chroniques, évolutives, et pour lesquelles l'entourage non plus n'a pas été préparé à prendre en charge, accompagner, accepter les phases, comme disait Mélissa, de bien, mais aussi de moins bien. Donc c'est vrai que l'évolution fait que le patient est plus acteur de son parcours. Oui, c'est important de savoir où on veut aller. Enfin, vous, Mélissa, c'est comme ça qu'on le ressent. Vous savez où vous voulez aller aujourd'hui. Où je veux aller, vous voulez dire Ou en tout cas, ce que vous voulez faire de cette maladie pour votre vie. Vous êtes d'ailleurs là stagiaire dans le domaine. Vous auriez pu aussi dire non, mais je ne veux pas en entendre parler, je vais aller ailleurs. Là, c'est un choix, j'imagine, oui, c'est un choix d'être de à l'ARCEP. l'engagement. L'ARCEP, justement, on peut peut-être en dire un mot sur l'ARCEP. Oui, avec plaisir. Alors l'ARCEP, c'est la Fondation d'aide à la recherche sur la sclérose en plaques, donc qui aide à financer des travaux de recherche pour faire avancer la maladie et qui a aussi un rôle de sensibilisation auprès du grand public et des patients. Voilà, donc on a notre siège qui se trouve à Ivry-sur-Seine, en Île-de-France, et sinon on a un réseau de bénévoles assez important partout en France. Et il y a une revue qui est éditée. Oui. Alors vous en trouverez, il y a le stand. D'ailleurs, tout à l'heure, il y aura la pause. Il y a une multitude de stands. Et donc, il y a le stand de l'ARCEP. L'ARCEP, vous pouvez aussi la retrouver sur Internet, sur arcep.org. Et puis, il y a des dons possibles pour financer la recherche. Oui, exactement. Et au stand, si vous venez, il y a un livre très intéressant. C'est un livre bleu qui a été écrit par vraiment des spécialistes de la sclérose en plaques et qui est très complet. Et c'est écrit de façon à ce que le patient comprenne, quoi. Donc, je vous conseille et c'est gratuit. Frédéric Louis, au sein du Grand Feu, la prise en charge, comment qu'elle se passe? On ne parle pas de pharmacologie, d'approche pharmacologique, là, mais une approche multidisciplinaire et d'un autre genre, notamment cette rééducation. Racontez-nous comment ça se passe. Oui, alors c'est vrai que je vais avoir beaucoup de mal à vous parler de médicaments sur la sclérose en plaques, d'où la collaboration importante avec nos collègues neurologues, la collaboration avec aussi les collègues médicaux, paramédicaux du libéral, qui sont là aussi au quotidien pour accompagner les personnes. Nous, on est souvent, en fait, le plus souvent sollicités par nos collègues neurologues sur des patients qui ont plutôt des formes rémitantes. On rencontre peu ou pas de patients qui ont des poussées de sclérose en plaques, avec peu ou pas de symptômes entre ces poussées. L'intérêt dans ces formes-là, pourtant, serait la pratique de l'activité physique. Alors, je pense que c'est organisé hors circuit centre de rééducation, mais c'est plutôt une bonne chose. C'est vrai que l'activité physique a prouvé, en tout cas, le fait que ça participe à l'entretien de l'outil corporel. Ça limite, comme disaient mes collègues neurologues, les limitations musculaires, les limitations tendineuses. Ça participe aussi au fait qu'on maintienne des compétences musculaires et d'équilibre. Et on adapte aussi le cœur à l'effort. Donc c'est vrai que l'activité physique, elle doit être adaptée à toutes les phases de cette maladie évolutive. Donc dès le diagnostic, c'est ça, on est d'accord. Oui, dès le diagnostic, il faut envisager, il serait bon d'envisager le fait qu'on puisse demander à ces personnes de plus s'investir sur la pratique d'une activité physique.
Leur donner les moyens de pouvoir s'investir, parce que c'est adapté quand même, c'est une activité physique adaptée qu'il faut. Alors, oui, alors, la loi française est un peu faite bizarrement, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui disent que les patients en ALD ou porteurs de maladies chroniques doivent être accompagnés sur un processus d'activité physique adapté, comme vous dites. Pour autant, il n'y a aucun processus de prise en charge par les caisses primaires d'assurance maladie, et c'est souvent le patient ou sa famille qui sont obligés de financer des séances d'activité physique qui coûtent relativement conséquentes. Donc voilà. Oui, il y a un coût. Effectivement, là aussi, il y a des stands sur lesquels vous pourrez trouver des informations. Et est-ce qu'elle s'intensifie après, au fur et à mesure, vous disiez, de la maladie, cette rééducation? Alors après la rééducation, donc je le disais, on est surtout sollicité par nos collègues neurologues pour des patients qui ont des formes plutôt rémitantes de la pathologie et pour lesquels, en fonction des symptômes, vous avez vu tous les symptômes décrits initialement, ils nous ont adressé pour un accompagnement, je dirais, pluridisciplinaire. Le rôle du médecin de rééducation en consultation, c'est de justement évaluer un petit peu ces différents symptômes et d'imaginer les intervenants qui seront proposés pour accompagner au mieux ces personnes. D'accord ? Bien sûr que systématiquement, et ça a été dit, il ne faut pas oublier l'accompagnement psychologique, qui est systématiquement proposé parce que, comme on l'a vu, c'est des pathologies sur lesquelles on passe par différentes phases. Il y a des traitements qui sont proposés. Ces traitements permettent de faire stabiliser, voire un petit peu évoluer favorablement dans un premier temps la pathologie. Et donc il y a de l'espoir. Et puis après, malheureusement, des fois il y a un échappement au traitement, des fois il y a des effets secondaires, comme disait Mélissa, par rapport à certains autres traitements. Et donc le moral va avec. Alors, vous parliez de la psychologue autour de vous, toutes ces compétences, il y a quelles autres compétences? Alors, les compétences, elles sont nombreuses. À chaque symptôme, son professionnel, je dirais. Les symptômes moteurs, eh bien, en fonction du type de symptômes, il y a de la spasticité, pas de spasticité, symptômes moteurs purs, syndrome d'équilibre. On va faire appel à des kinésithérapeutes, bien sûr. On va faire appel à des ergothérapeutes si les symptômes moteurs sont plutôt à destination des membres supérieurs. On va faire appel à des enseignants d'activité physique adaptée. Si les symptômes sont plutôt d'ordre urologique, eh bien, il va falloir faire le bilan de ces difficultés urologiques. Alors ça passe par des évaluations cliniques, mais ça passe par aussi la réalisation d'examens bien précis, comme Madame parlait, de bilan urodynamique, pour essayer là, pour le coup, d'adapter au mieux les thérapeutiques, qui sont là des thérapeutiques médicamenteuses, mais qu'on maîtrise un peu mieux que les thérapeutiques de fond. Là, c'est vous qui êtes prescripteur dans ce cas? Oui, là, en l'occurrence, là, c'est plutôt nous qui sommes prescripteurs. Si les symptômes sont d'ordre psychique ou cognitif, eh bien, on fera appel à des neuropsychologues. Donc, en fait, les professionnels paramédicaux que l'on va mettre à profit auprès du patient dépendront aussi des symptômes que la personne a. C'est un suivi à quelle fréquence Alors, le suivi, il est conjoint avec les neurologues. On a un suivi qui est plutôt un suivi en consultation, pareil que les neurologues. Et puis après, on propose des séjours. Alors, les premiers séjours, c'est plutôt des séjours d'évaluation pour mettre en place les moyens humains et techniques à disposition des patients. Et puis, après, on propose de façon régulière, 1 ou 2 fois par an, des séjours de réhabilitation pour entretenir les acquis et maintenir les acquis des autres séjours précédents. Vous vous déplacez au domicile des gens également pour Alors oui, on peut se déplacer au domicile des gens dans le sens où, au Grand Feu, on a ce qu'on appelle une équipe mobile de réadaptation, c'est-à-dire des professionnels qui sont des professionnels du soin et de la rééducation, ergothérapeutes, infirmières, psychologues, assistantes sociales, médecins, qui se déplacent pour évaluer le patient dans son cadre de vie. Voilà. Le cadre de vie nécessite parfois des aménagements structurels en lien avec la situation de handicap. Donc les ergothérapeutes peuvent faire des préconisations en matière d'aménagement du domicile, d'aide technique
pour maintenir les capacités d'autonomie de la personne au quotidien. Donc oui, on peut intervenir au domicile de la personne. Et là, c'est important, évidemment, vous disiez, pour pas que ça retombe, pour pas oublier, j'imagine aussi que l'entourage, vous le rencontrez aussi, en tout cas les aidants proches, les personnes qui vivent avec les patients. Est-ce que vous les rencontrez lors de ces semaines où vous recevez le patient pour leur expliquer pourquoi vous expliquez ça au conjoint ou à la conjointe? Ouais. Alors l'entourage, oui, on essaye autant faire se peut de les rencontrer de façon systématique. On les rencontre au cours de synthèse, hein, c'est-à-dire que au fur et à mesure de l'accompagnement, on essaie de faire un bilan avec toute l'équipe sur ce qui a été constaté, sur ce qui a été mis en place et les effets de ce qui a été mis en place, proposé aux patients. C'est un temps d'échange collaboratif, hein, bien sûr, auquel on invite le patient et son entourage. Après, l'entourage, il peut être limité aux conjoints, limité aux parents, mais ça, c'est à la discrétion de la personne qui souhaite ou pas qu'il y ait plus de personnes autour de la table pour échanger. C'est une proposition et la personne choisit. Là encore, la personne est acteur de ce qu'elle décide. Est-ce que, là on parle de sclérose en plaques aujourd'hui, mais finalement cette prise en charge que vous décrivez, est-ce qu'elle est spécifique à la sclérose en plaques ou est-ce qu'elle correspond aux autres pathologies? Les grandes bases de l'accompagnement sont spécifiques à toutes les pathologies neurologiques, hein. Après, à la différence par exemple d'une personne qui a fait un accident vasculaire cérébral, où on va déterminer des symptômes on va avoir des conséquences fonctionnelles. La personne qui a fait un AVC, on sait que c'est une maladie non évolutive, acquise, alors qu'à la différence de la sclérose en plaques ou d'une personne qui aurait une maladie de Parkinson, on sait malheureusement qu'il y a ce processus évolutif et qu'il va falloir s'adapter au rythme de la personne et à l'évolution de la pathologie. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Vous êtes venu avec Joumi. Oui. Expliquez-nous pourquoi. Je suis venu avec Joumi. Pourquoi? Alors pour plusieurs raisons. Donc depuis 4 ans, 2018, bientôt 5 ans, novembre, ça fera 5 ans. Donc on a des chiens d'assistance, hein, au Grand Feu. On en a 2, Mezzo et Joumi. Donc là, c'est Joumi. Donc c'est des chiens d'assistance qui ont été formés par une association nationale, hein, qui s'appelle Handi Chien, et qui viennent en soutien à des personnes qui ont des situations de handicap plutôt moteur. Donc nous, on a acquis ces chiens d'assistance il y a 5 ans. On est le premier centre de rééducation en France à avoir acquis des chiens d'assistance. Et à ce jour, on est toujours les seuls, même s'il y a 2 projets actuellement dans d'autres structures de rééducation. Donc Joumi intervient plutôt, lui, sur le plateau technique, avec les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues. Là, Alexandra qui est là, prend Joumi avec elle pour l'accompagnement de certains patients, l'orthophoniste. Joumi connaît à peu près une 60aine de consignes. Il peut travailler à la fois la marche, l'équilibre. Il peut travailler aussi tout ce qui est coordination gestuelle. Il se laisse par exemple caresser ou brosser en ergothérapie pour travailler la coordination du geste. Donc voilà, donc il a été formé pour ça par l'association Handi Chien durant 18 mois. Alors je le présentais pour cette partie-là parce qu'il intervient dans nos centres de rééducation, mais les patients peuvent acquérir un chien d'assistance. C'est pour ça aussi que je me suis permis de l'accompagner, d'être venu accompagner, parce qu'on a des patients qui font la demande d'avoir un chien d'assistance à la maison qui peut suppléer certaines difficultés parce qu'ils ont acquis des consignes spécifiques. Et là, il faut répondre à certains critères pour acquérir il faut répondre à critères situation de handicap moteur. Il faut remplir un pré-dossier sur Internet, sur le site Handi Chien. Et en fonction de la demande, du besoin, en fait, le dossier va être traité. Et en fait, nous, on a écrit un pré-projet qu'on a souhaité acquérir des chiens d'assistance. Et en fonction du pré-projet qu'on avait écrit, en fait, ils ont déterminé les 2 chiens qui étaient le mieux par rapport à notre pré-projet. Donc là aussi, quand il y a un patient qui demande un chien et en fonction de son projet personnel, eh bien, ils vont déterminer le chien qui sera à même de l'aider. Et Joumi intervient sur plateau, Mezzo? Alors lui, il intervient plutôt dans les services de soins, pendant les soins. Après, c'est aussi un soutien psychologique quand les patients ne voient pas les 2 chiens dans l'établissement. Au moment de la Covid, ça a été un peu compliqué. Déjà, c'était compliqué la Covid.
pour tout le monde. Mais en plus, on n'avait pas le droit au départ, parce qu'on ne savait pas très bien, comme tout le monde, ce que c'était que ce virus, qui pouvait le transmettre, pas le transmettre. Donc on a fait le choix pendant plusieurs mois de ne pas faire venir les chiens d'assistance au grand feu. Donc ça a été compliqué, hein, voilà. Oui, c'est là où on se rend compte de tout l'intérêt qu'ils ont pris dans cette prise en charge. Marina Delaveau, Flavie Macaire-Lemonnier, vous êtes infirmière au sein du service de neurophysiologie du centre hospitalier de Niort. Nous venons d'évoquer la rééducation. Vous êtes des repères, on va dire, en quelque sorte, pour les patients. Vous allez rencontrer ces patients après le diagnostic. Et dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement, vous allez réexpliquer la maladie, le traitement, c'est bien ça ? C'est ça. En fait, on est 5 infirmiers. On travaille dans le service de neurophysiologie, donc à l'hôpital de Niort, avec le docteur Chevillot, entre autres. Et on est tous formés à l'éducation thérapeutique. On reçoit les patients juste après l'annonce en fait, qui a été faite par le neurologue. Cette reprise, en fait, on prend rendez-vous à cette occasion-là avec eux. Ça leur permet de voir un visage, de voir qui on est. Et puis, surtout, de leur demander de préparer leur consultation. On en revient tout à l'heure à ce que disait Mélissa. Oui, tout à l'heure, vous avez vu, on avait une excellente élève. Elle a tout bien préparé, peut-être un peu trop. Est-ce qu'il faut aller chercher sur Internet ? Je ne sais pas. Alors, c'est ça. En fait, on essaye, nous, d'orienter. Alors déjà, on reçoit les patients, malheureusement, juste après l'annonce. Donc, c'est souvent des moments qui sont particuliers. Et on essaie. Quand vous dites juste après, c'est... C'est-à-dire qu'ils voient le médecin. Oui. Et nous, on les voit juste après, aussitôt, pour justement prendre rendez-vous, pour faire une reprise de diagnostic avec eux, réexpliquer la maladie, expliquer les différents traitements. Et après, le délai entre cette donc, première entrevue et le rendez-vous de diagnostic, enfin d'explication de diagnostic, c'est quoi ? Une semaine, quelques jours ? Une semaine, 15 jours. Une semaine, 15 jours, d'accord. On essaie d'être au plus court possible. Oui. C'est ce qu'on t'avait dit, toi ? C'est comme ça que ça s'est passé aussi. Prenez un micro, hein, Mélissa, comme ça vous pourrez, vous l'avez, vous pourrez intervenir. Je vous rappelle que la conférence est enregistrée, donc il faut absolument qu'on parle dans le micro. Préparation des rendez-vous, les questions qui viennent. Vous recevez qui, les patients et alors on reçoit les quelqu'un de leur choix ? patients et Oui. après on reçoit qui ils veulent avec eux. C'est-à-dire qu'en fonction des patients, on a le mari, la femme, les enfants, les parents, voilà, plein de... les personnes ressources, en fait. Parce qu'en fait, il nous semble important de pouvoir les rassurer les rassurer dans la limite du possible, c'est toujours pareil, mais au moins de voir tout le monde dans la globalité et d'essayer d'accompagner tout le monde, parce que c'est une maladie qui va impacter au long terme tout le monde. Donc, on essaie de recevoir... Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, vous êtes les yeux et les oreilles du médecin neurologue qui ne peut pas voir les patients aussi longtemps, j'imagine qu'il le souhaite ? On a un rôle complémentaire. C'est un complément, oui. C'est vrai qu'on reprend la maladie. Comme disait le docteur Chevillon, souvent c'est au moment de l'annonce, il y a beaucoup de choses qui sont dites aux patients et on retient peut-être même pas la moitié en fait de ce qui est dit. Donc nous, c'est vraiment en complément. On reprend finalement ce qu'a dit le médecin, mais c'est vrai qu'on le reprend à distance. Et ça peut être souvent plus facile à assimiler. Oui, Mélissa Salé, ça fait écho avec ce que vous avez vécu. Vous en avez parlé de cette rencontre avec les infirmiers, justement, et infirmières. Ça vous a permis, vous, d'avoir des réponses ou de comprendre, en tout cas, certaines choses ou de vous confirmer certaines choses. Disons que quand j'ai eu le rendez-vous avec les infirmières, là on a vraiment parlé des traitements. Donc les traitements, je m'étais un petit peu renseignée, mais pas trop, parce que on ne sait pas ce que le médecin préconise pour nous, parce que chaque individu est différent, chaque sclérose en plaques est différente, donc c'est un traitement selon le patient. Donc je m'étais pas trop avancée pour les traitements. Et puis après, oui, par rapport à la façon dont la sclérose en plaques nous attaque dans le cerveau et la moelle épinière, ça m'a permis de mieux comprendre aussi, parce que j'avais pas tout compris. C'est technique. Je suis pas médecin, donc. Voilà. Et vous êtes formés, vous, Marina et Flavie, à cette pathologie, parce que vous êtes en service de neurologie, mais il y a d'autres pathologies qui sont traitées. Est-ce que vous êtes formés à cette pathologie en particulier ?
Alors, je parlais pour toutes les deux, on y est arrivé par hasard dans la sclérose en plaques, puisque ça fait partie d'une des nos missions au sein du service. Après, oui, en effet, on a des formations qui nous sont proposées en général par les laboratoires et un peu en structure, mais beaucoup moins du coup, et qui nous permet d'évoluer justement en même temps que tout ce que les médecins disent aux patients, enfin qu'on puisse suivre aussi nous derrière. Après, on a pas mal de relations avec les médecins qui, voilà, on essaie d'échanger, de voir ensemble en fait, et d'avancer là-dedans, dans tout ça. Vous êtes aussi là, alors on va revenir plutôt à ce calendrier des rendez-vous. Il y a un rendez-vous après et ensuite, est-ce que c'est un rendez-vous régulier ou est-ce que ça s'arrête? Comment ça se passe? Alors en fait, à ce rendez-vous, comme on disait, on reprend la maladie, on répond aux questions et on parle en effet aussi des traitements. Donc on explique les traitements, alors en fonction de ce que nous demande aussi la neurologue, hein, première ligne ou deuxième ligne. Et on explique tout ça au premier rendez-vous. Ensuite, on peut prendre un autre rendez-vous en fonction du traitement en fait qui a été choisi. On laisse aussi le temps à la personne justement de choisir, bien prendre le temps de choisir son traitement, et on le revoit la personne au moment de l'instauration du traitement. Alors si c'est un traitement injectable, en général, comme disait Mélissa, en fait la première injection elle se fait à l'hôpital. Nous on accompagne les personnes pour cette première injection, pour les autres s'il y a besoin, mais souvent une injection à l'hôpital suffit pour ensuite pouvoir le faire tout seul à la maison. Oui, donc ça c'est un temps important effectivement pour être en autonomie et pour repérer peut-être aussi chez certains patients des fragilités ou des vulnérabilités qui n'auraient pas été détectées avant. Oui. Et dans ce cas, ça appelle un autre rendez-vous, un suivi plus régulier? On essaie en fait de se mettre à disposition de nos patients. Mais je trouve qu'il faut qu'ils soient très patients, nos patients. Donc voilà, on essaie de se mettre à disposition. C'est-à-dire que si on a un premier rendez-vous qui est compliqué, qui ne se fait pas forcément bien, ou qu'on ne sent pas, ou qu'il y a plus de demandes dans certains domaines. Voilà, on essaie de reprendre rendez-vous, on reprend rendez-vous avec eux, et après on est aussi disponible par téléphone, par mail. Voilà, on essaye en fait d'être au plus près des patients pour essayer de gagner du temps entre guillemets auprès des médecins pour dire là, madame, machin, ça va pas, il se passe ci, il se passe là. Voilà, on essaie de voir après tous ensemble comment on peut aider au mieux les patients en fait. Alors quand on sait combien le temps est précieux en service hospitalier, on se demande où est-ce que vous le prenez ce temps? Eh bien en fait, on le cale sur notre planning et c'est un temps qui sera dédié pour ces patients-là. En général, on rencontre les personnes 3-4 fois. Oui. En gros, c'est ça, oui. Physiquement. Et puis après, ça s'espace. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'au début, vous avez besoin de nous, vous ne savez pas, vous entrez en maladie, voilà, on est là. Puis au fur et à mesure, nous, voilà, vous passez le relais passe à la ville. Oui, alors du coup, ce qui est vachement bien aujourd'hui, c'est toutes les associations de patients. Oui. Et puis tous les aidants, des fois, on est un peu, nous, à l'hôpital, dans notre tour d'ivoire, et c'est compliqué de nous atteindre hors les médecins. Donc là, maintenant, c'est vrai qu'on va avoir de la ressource pour pouvoir mieux diriger nos patients vers les différentes associations qui leur seront proposées. Les associations, et puis je pensais aux médecins généralistes, aux pharmaciens d'officine qui va délivrer médicaments. Mais aussi. c'est vrai qu'on a beaucoup moins de rapports finalement avec que ce soit les pharmaciens ou les médecins de ville. Un peu moins quand même. On est plus en relation avec les psychologues, ergothérapeutes, assistants sociaux, les rééducateurs, c'est ça. Peu avec finalement les pharmaciens ou les médecins généralistes. Ou peut-être ça se fait avec les médecins après entre ça. Oui, en tout cas on sent que vous seriez preneuse de cette possibilité de pouvoir échanger plus souvent. Tout ce qui peut être mis en place pour les patients et les accompagner et les aider à passer cette pathologie, nous on va faire en sorte que ça puisse se mettre en place. Mélissa Salé, elle nous disait tout à l'heure que le premier médicament, c'est ça n'a pas été, vous avez changé, puis vous l'avez dit en fait que ça n'allait pas, que ça ne vous convenait pas. L'adhésion au traitement, ça fait partie justement, c'est un point important.
Donc, quand vous dites préparer la consultation, ça veut dire ne pas hésiter à dire ça me fait ça me crée ça comme effet indésirable, je le supporte pas, j'en veux pas. C'est pour ça aussi qu'on prend le temps d'expliquer vraiment et de présenter plusieurs médicaments parce que c'est vrai que déjà il y en a beaucoup, ils ont tous plus ou moins des effets secondaires. Différentes formes, donc ça peut être injectable ou ça peut être en comprimé. Donc voilà, chaque personne choisit le médicament qui lui conviendra, mais c'est vrai que tant qu'il n'est pas mis en place, on ne peut pas savoir voilà, s'il y aura des effets secondaires ou pas, et puis si finalement la personne le tolérera bien. Donc on a vu l'arsenal thérapeutique est important, le docteur Asclar nous a tout exposé tout à l'heure. Donc on prend le temps d'expliquer les traitements qui existent. Et ensuite, d'être là, justement, pour nous en général, alors selon les médicaments, mais quand même, en général, on appelle les gens, une fois que le médicament est instauré, toutes les semaines, au moins au début, toutes les semaines. Après, c'est un peu plus espacé, mais oui, les premières semaines, en général, on les appelle toutes les semaines. Alors, on avait prévu des photos du service, mais je sais que c'est quelque chose que vous aimeriez aussi développer, qui est un endroit plus convivial, mais on les a pas là. En tout cas, ah si, on les a, pardon. Alors, on va les diffuser je vais laisser Emma nous montrer comment ça se passe au centre hospitalier de Niort. On a parlé des aidants. Qu'est-ce qu'il en est des enfants des patients? Est-ce que ce ne sont pas des aidants à proprement parler, mais est-ce que autant au Grand Feu qu'au centre hospitalier, vous prenez un temps pour parler avec eux? Oui, quand les enfants le demandent, ou les ados, ça nous est arrivé de justement réexpliquer, reprendre la pathologie. Ah oui, notre beau service, c'est beau. De reprendre la pathologie avec des ados ou avec des jeunes qui ne connaissaient pas, qui avaient très très peur, maman va mourir, voilà. Et donc, de reprendre aussi avec eux, comme on fait avec les patients, finalement, on a des schémas un peu plus adaptés pour les jeunes, mais ça leur permet de comprendre, de se rendre compte, et puis du coup de dédramatiser aussi tout cet effet d'annonce qui est compliqué à passer. Frédéric Louis, comment ça se passe au centre au Grand Feu, dans votre service? Alors, la plupart des patients qui viennent sur un accompagnement pluridisciplinaire, ils viennent en hôpital de jour. Et c'est vrai qu'en hôpital de jour, on a rarement de contact avec l'ensemble de la famille. On a souvent l'aidant ou la personne de confiance qui viennent notamment à nos réunions pluridisciplinaires. Mais on a peu ou pas de contact avec les enfants des patients. Bon, après, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Ça ne peut pas se faire partout, et vous prenez quand même un temps, vous le proposez au centre hospitalier de Niort. Oui, ça c'est vraiment quelque chose qu'on propose. Mais ça peut être aussi, une fois moi j'ai reçu la famille complète, le papa, la maman, les 3 enfants, parce que l'éloignement des personnes à l'étranger, on s'était donné rendez-vous tel jour, telle heure, et puis voilà, on reprend tout, on envisage l'avenir, on voit comment ça peut se proposer et comment ça peut se placer. Alors, on découvre là, le service, votre service. Oui. Présentez-nous. Notre jolie salle d'attente. D'ailleurs, on voit votre affiche dans le coin. Que peut-être ça parle à certains. On voit l'affiche, c'est bien. Elle était donc accrochée. Elle était accrochée. Et puis après, voilà, notre salle qu'on aménage. Alors là, voilà, c'est un bureau de chaises, mais on essaye d'avoir plus de chaises si on a besoin. Enfin, voilà. À la base, on n'a pas encore de lieu dédié à l'éducation thérapeutique. C'est pour ça que c'est pas formalisé à l'hôpital. Mais justement, on parle d'éducation thérapeutique, mais là, dans ce cadre-là, c'est pas franchement de l'éducation thérapeutique parce que vous ne recevez pas en groupe, c'est ça? C'est ça, on ne propose pas d'atelier. Oui, c'est ça, on ne propose pas d'atelier. Et en fait, notre partie d'éducation thérapeutique est vraiment individualisée. En fait, on n'a pas encore de collectif. Ça nous est demandé, on aimerait bien. C'est un projet alors? Ce serait bien. On va mettre des petits points de suspension, on espère, en tout cas, oui. Comment ça se passe pour les personnes qui viennent de loin? Est-ce qu'il y a des téléconsultations qui sont mises en place? Et vous, Frédéric Louis, pareil, comment ça se passe? Est-ce que là, c'est les personnes qui doivent venir dans l'établissement ou bien il y a une délocalisation possible des soins? Alors, délocalisation possible des soins, pas pour l'instant.
en fonction des besoins de la personne, des professionnels à mobiliser et de leur éloignement géographique. En fait, on a essentiellement 2 modes d'accompagnement. Soit les patients, comme je vous disais, la plupart viennent en hospitalisation de jour, c'est-à-dire viennent faire leurs soins la journée et repartent chez eux le soir, quand l'entourage familial le permet. Dans un rayon à peu près de 50 km autour de Niort, ça c'est possible à peu près. Et puis pour les personnes dont les soins, la pathologie, l'évolution de la pathologie nécessite peut-être un accompagnement différent, ou qui sont hébergeant plus de 50 km, là ils viennent en hospitalisation complète. Voilà. Et vous travaillez également, vous avez ces liens avec les professionnels de ville et kinésithérapeutes, je pense. Bien sûr, on a des liens avec les professionnels de ville. Il faut savoir que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt des séjours de réhabilitation. Entre ces séjours de réhabilitation, les patients continuent à être accompagnés par nos collègues de ville, qui soient kinésithérapeutes, pour certains adhérents à des associations d'activité physique adaptée. Donc bien sûr qu'on est en lien avec ces professionnels et notamment aussi le médecin référent du patient qui des fois nous l'adresse ou des fois nous demande des informations complémentaires par rapport à l'accompagnement de leurs patients. Oui. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une spécificité quand même dans cette maladie, autant puisque c'est une spécialité de neurologie, et qu'en ville, on est plutôt généraliste, et donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours ces connaissances sur l'évolution, notamment des traitements, et je pense aux professionnels de ville. Est-ce qu'ils peuvent vous appeler aussi, vous, les uns comme les autres, au centre? Là, vous venez de dire oui, il y a ce transfert d'informations. À l'hôpital, est-ce que justement un médecin traitant, un pharmacien d'officine, une infirmière en ville peut vous appeler pour vous poser une question sur un traitement, sur une évolution, sur un repère, sur quelque chose qu'elle a repéré chez un patient? Alors peut-être au même niveau, ouais, infirmier. Après, avec les médecins, je pense que réellement, ils voient entre eux. Les pharmaciens, je ne sais pas trop comment vous fonctionnez, si vous avez des questions. Nous, c'est vrai qu'on peut-être avec les pharmaciens hospitaliers. Je ne sais pas si docteur Juvillon peut prendre le micro. Comment ça se passe, cette relation avec la ville? Normalement, il n'y a rien à faire. Ah, oui, alors, avec le pharmacien de l'hôpital, oui, bien sûr, on a des liens, notamment pour certains traitements qui sont disponibles que sur l'hôpital. Après, les pharmaciens de ville, non. On n'a pas vraiment, si ce n'est parfois pour commander des traitements, mais en fait, c'est les patients eux-mêmes qui ont leur ordonnance, qui vont voir leur pharmacien. Et après, les médecins généralistes, oui, ça nous arrive de les avoir au téléphone de temps en temps pour discuter de l'évolution d'un patient ou voilà, si on a besoin de le revoir plus rapidement. Mais après... Mélissa Salé, alors on est parti de votre témoignage. Maintenant, peut-être, on a expliqué comment ça se passait dans notre secteur niortais, de Sévrien, et quelle est votre réaction par rapport à cette prise en charge, à cette multidisciplinarité qui s'est mise en place et qui arrive plus ou moins. Il y a une coordination nécessaire, bien sûr, ça demande beaucoup d'énergie, on voit en termes de temps, en termes de coordination. C'est ça que vous attendez, vous, en tant que patiente, on n'a pas parlé des associations, mais c'est vrai qu'elles sont partie prenante dans cet accompagnement. Oui, donc la question, c'est de savoir si c'est à peu près la même chose dans les Hauts-de-France. Comment est-ce que vous voyez cet accompagnement ici? Positif. Est-ce que vous avez entendu? Oui. Oui, c'est positif, il faut. De toute façon, comme on l'avait dit en introduction, c'est plusieurs... la sclérose en plaques, elle touche à différentes parties du corps, elle touche à différentes parties de la personne. Donc, forcément, il faut que les professionnels de santé soient main dans la main pour prendre en charge le patient. C'est évident. Donc, non, mais c'est une bonne chose. C'est positif. Et on retrouve la même chose aussi dans les Hauts-de-France. Par exemple, dans les Hauts-de-France, il y a un réseau, ça s'appelle... Parc-CEP, et là pareil, on a des infirmières, elles vont, des infirmières et d'autres professionnels de santé qui vont aussi prendre en charge le patient. C'est ça en plus en fait que de ce que fait l'hôpital. Donc voilà, c'est important. Nous, il n'y a pas de réseau dans les Deux-Sèvres à proprement parler, réseau CEP. Qui veut répondre? Non, il n'y en a pas. Non, il y en a pas. Sur le modèle des Hauts-de-France. Non, il n'y en a pas. Pas encore, en tout cas.
Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Est-ce que vous avez des questions à poser à nous? Oui, madame? On va vous faire passer le micro tout de suite après. Il y a d'abord une autre personne. Moi, je voulais juste demander si c'était fortement recommandé ou recommandé seulement de faire de la kinésie. Ah ben, on va demander à Frédéric Louis. C'est envisagé si la situation le nécessite. Voilà, c'est pas à la limite sur un stade plutôt précoce de la maladie, c'est plus recommandé de faire de l'activité physique que de la kinésithérapie, d'accord. Et puis en fonction des symptômes qui vont se développer et des conséquences de ces symptômes, bien sûr qu'il faudra faire peut-être de la kinésithérapie. Voilà. Il y a une question là-bas. Le monsieur tout à l'heure nous parlait de cette fatigue qu'il ressentait. Là, on est plus dans l'activité physique avant la kiné, c'est ça? Pour soulager cette fatigue Oui, alors, comme on l'a vu, hein, la fatigue a plusieurs causes. Hein. La pathologie en elle-même, les traitements, les conséquences psychiques aussi de la maladie qui peuvent induire des troubles du sommeil. Donc, c'est vrai que lutter contre cette fatigue par la pratique de l'activité physique, ça a été clairement démontré. Faut-il donc encore trouver effectivement les possibilités, les solutions pour pratiquer? Madame. Bonjour, je suis le docteur Khalifa, je suis médecin coordonnateur d'un dispositif d'appui à la coordination. Et ma question est quelle porte d'entrée dans la prise en charge pour les patients qui ont une sclérose en plaques mais qui arrivent d'un autre département, d'une autre région et qui n'ont du coup plus de suivi, une rupture de parcours? Comment on les réinclut dans un parcours dans les Deux-Sèvres? La porte d'entrée, je suppose que ces patients vont avoir un médecin référent, quand c'est possible d'en avoir un, je précise, et qu'après le médecin référent va prendre contact. Je pense que le premier enjeu, c'est quand même le suivi neurologique de ces patients, à la fois sur le plan de l'évolutivité de la pathologie et des examens à faire, et à la fois sur le suivi des médicaments et des traitements, parce que probablement que ces patients ont aussi des traitements de fond. Après, il nous est arrivé de rencontrer en premier lieu des patients venant d'autres régions pour la poursuite d'un accompagnement de rééducation, auquel cas, nous, on les oriente vers également un professionnel neurologue pour leur suivi autre que celui qu'on peut assurer nous. Alors là, j'ai en tête un patient qui est complètement hors parcours médical de santé, rupture de soins complet. Et là, c'est difficile de le raccrocher, de le faire retourner. Peut-être par l'intermédiaire d'une équipe mobile qui va le voir à la maison et qui évalue ses besoins. Ouais, c'est à ça que je pensais, mais je voulais savoir si on pouvait... Il est dans le département maintenant. Oui, dans le Mélois. Oui, donc vous pouvez nous demander, et l'équipe mobile l'ira l'évaluer à domicile, oui, c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Ou des témoignages, Oui, une question devant. Madame, on vous écoute. Je voudrais poser une question pour les aidants. Est-ce qu'il y a des solutions pour les aidants? Alors, on va voir les solutions pour les aidants dans la dernière partie. Mais si c'est des solutions plus d'ordre médical ou de soins, c'est maintenant qu'il faut la poser, effectivement. Non, c'est en général, en fait. En général, d'aide, d'accompagnement, voilà, sur les droits, voilà, oui. Donc, ce sera la dernière table ronde, effectivement. Okay. Il y a Mélissa qui voudrait intervenir. Oui, Mélissa. Si on en parle plus tard, je vais attendre alors. Mais voilà. Vous aviez une réaction? Oui.
Peut-être que vous allez en parler plus tard. Donc, On va en parler en dernière partie, effectivement. S'il n'y a pas de questions, moi, je vous propose qu'on fasse la pause maintenant. Normalement, c'était à 15h45. On a 5 minutes de retard, mais il y a eu l'alarme, donc on a commencé en retard. Je vous invite à revenir dans une demi-heure, mais avant une demi-heure, à 16h10. Rentrez dans l'amphithéâtre pour qu'on recommence à 16h15. En attendant, je vous invite à découvrir les stands. À tout de suite.